Pâques, mars, avril. En France, j'avais envie d'y aller pour voir ma petite fille parce que je suis fatiguée de voir ma petite fille sur Skype. J'aimerais bien la toucher aussi. Écoute, j'ai une petite maison à Mandelieu, à côté de Cannes. Oui, Et c'est pour ça que je te demandais si on peut aller en France. alors je crois qu'il n'y a pas une interdiction réelle, mais tu devras probablement, tu dois justifier ton voyage. Alors, tu peux dire que tu dois aller, que tu as une maison et que tu dois aller faire, disons, voir, faire des choses dans ta maison, Ah, etc. Mais si tu veux, je m'informe bien bien, comme il bien, faut merci et je te beaucoup. le dis parce que je sais que pour des raisons de travail, alors il y a bien quelqu'un qui m'a dit, mais dis que ta mère est malade. J'ai dit, bon, mais je ne veux pas tirer à ma mère des choses que encore elle est en parfaite santé, donc inutile de la rendre malade pour les besoins du. On peut résister, on peut tenir encore un peu. Puis je demanderai. Mais de toute façon, je vais m'informer, Ah, merci, hein. hein, et je vous le fais savoir. Merci beaucoup. De rien. Alors, vous avez reçu mes messages? Enfin, Non, non. Qui n'a pas Très reçu? beau, Ah, très beau. très Très beau. intéressant, très intéressant. Très intéressant, particulier, hein, Tahar Benjeloun. Particulier, très intéressant. Il est très particulier, mais il est très intense. C'est un langage assez fort, c'est un langage outre à être, pardon, un langage poétique, comme je vous ai dit. C'est un Oui, langage poétique, mais pas seulement. Eh ben, je vais vous expliquer après quelque chose. Alors, avant de passer à Tahar Benjeloun, mais c'est ça que tu as envoyé, hein. oui, le conditionnel est à Benjeloun. Oui, oui, oui. C'était pas tout à fait Merci. aussi agréable le conditionnel, mais alors, le conditionnel, c'est parce que je vous avais dit, c'est une chose très importante, le conditionnel. Le conditionnel, on l'utilise très souvent. C'est notre formule de politesse, c'est notre formule de courtoisie. Donc, c'est quelque chose que l'on enseigne aux enfants, aux petits-enfants français, on leur enseigne toujours à exprimer au conditionnel. C'est une forme de courtoisie. Alors, dans la fiche que je vous ai envoyée, je me suis amusée aussi avec les couleurs. Je vous ai fait des couleurs, vous avez vu? Oui. Jaune et gris. Du jaune, du bleu, du vert et du orange. Non? Je ne sais pas trop. Non, pas reçu. Je ne l'ai pas reçu, hein. Qui ne l'a pas reçu? Oui, Enrico. Eric, tu ne l'as pas reçu? Non, non. Ah, c'est bizarre. Tu as reçu Tahar Benjeloun? Les textes de Tahar Benjeloun, tu les as reçus? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Oui, non, mais écoute, Enrico, je voulais savoir, le texte de Tahar Benjeloun, tu l'as reçu? Oui, le test, oui. Oui, et tu n'as pas reçu le conditionnel? Non, je ne l'ai pas reçu. C'est bizarre parce que je l'ai envoyé à tout le groupe. Peut-être que je ne l'ai pas vu. On va le chercher de toute façon. Oui, mais je te le renvoie, hein, si tu veux. Merci, merci. Je prends note et je te renvoie le conditionnel. OK. Alors, je vous ai donc, j'ai essayé d'être assez succincte et je vous ai dit, on part du futur et on termine avec l'imparfait. C'est-à-dire que dans les terminaisons que je vous ai mis dans le petit carreau jaune, hein,
Vous avez le R que j'ai déplacé parce que le R, c'est la trace du futur. D'accord? Il y a toujours un R dans tous les verbes au futur. Et puis, après, j'ai ajouté les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et ça, c'est le conditionnel. Donc, ce n'est pas compliqué. Je prends le début du futur jusqu'au R et après, j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, c'est très simple à conjuguer. Vous avez les exemples. Parler, je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Choisir, je choisirais. Oui? Problème? Oui. Quel Non. problème? Non. Non? Pas de problème? Pas de problème. Pas de problème, c'est formidable. Alors, choisir, je choisirais, tu choisirais, il choisirait, nous choisirions, vous choisiriez, il choisirait. Bon, c'est pas la peine de s'attarder, c'est assez facile à comprendre. C'est un mécanisme très simple. En réalité, les verbes, la chose importante, rappelez-vous-en, il faut connaître les verbes au présent de l'indicatif. À partir du présent de l'indicatif, on peut construire les autres temps sans énorme problème. D'accord? D'accord. Et je vous avais des particularités. Bon, la particularité avec appeler, j'appellerai parce que vous avez toujours ce problème du E muet dans les finales, non, dans les terminaisons, avec un E muet qui précède. Donc là, je double. Jeter, je double le T. Lever, je mets un accent grave. Payer, vous avez les deux possibilités. Hein? Oui. Envoyer, par contre, c'est j'enverrai. Mais de toute façon, c'est le futur. Hein? C'est le futur modifié. Broyer, broierai, essuyer, etc. Verbes du troisième groupe, je vous ai mis quand même quelques verbes du troisième groupe pour vous raviver la mémoire. Et puis bon, les verbes toujours importants que je continue à écrire parce que comme ça, vous les lisez, vous les mémorisez parce que c'est des verbes importants. Savoir, voir, vouloir, pouvoir. Et puis bien sûr, les auxiliaires être et avoir. J'aurai, qui au futur est j'aurai senza la S. Donc c'est exactement la même chose. Da qua come fa il... L'emploi. L'emploi de conditionnel sert à exprimer un conseil, une suggestion ou un souhait. D'accord? Par exemple, un conseil, c'est tu pourrais aller d'abord à la piscine et après tu vas, etc., etc. Quand on suggère, quand on fait une suggestion, quand on donne un conseil, on utilise, pour parler bien le français, on utilise le conditionnel. Hein? Oui. Donc, tu devrais aller en France pour améliorer ton français, d'accord? Tu dois aller en France pour améliorer ton français est assez antipathique et plutôt autoritaire comme ton, non? Nous sommes un peu moins autoritaires. Je voudrais partir en vacances aux îles Canaries. Là, c'est un désir, hein, un souhait. On pourrait aller à la piscine, c'est une suggestion. D'accord? Le conditionnel sert donc à faire des hypothèses. Si j'étais riche, j'aurais une très belle voiture. On l'utilise aussi pour demander quelque chose poliment. Pourrais-tu me passer le sel, s'il te plaît? Je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. S'il vous peut. Ah beh, ero fresca, ho dimenticato di mettervi ple. Va bene, Ho lasciato solo la più. la P. Andiamo bene. Ma Alors, non. ok. Est-ce que pour ce conditionnel, vous avez des questions à me poser? No.
c'est une différence avec les périodes hypothétiques en italien. C'est différent. Oui, c'est légèrement différent. Oui, 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 oui. Il n'est pas exactement comme la période hypothétique. Et surtout, on l'utilise avec le si. L'imparfait. On l'utilise avec l'imparfait, qui est avec le si. Si c'était, c'est le jeu que je vous ai dit l'autre fois, si c'était, ce serait. Hein, si c'était une fleur, ce serait une tulipe, par exemple. Rappelez-vous de cette forme parce que c'est en réalité le résumé de la structure d'emploi du conditionnel. D'accord? D'accord. D'accord. Ok. Ouais. Vous voulez que je vous envoie des exercices? Oui. Si vous voulez, alors je mets que je vous envoie des exercices. Ok. Bien. Alors, maintenant, on va parler de Tar Benjeloun. Alors, Tar Benjeloun, comme je vous ai dit, bon, il est marocain, il est né à Fès, il est donc maghrébin, il a été dans une zone qui a été française pendant un certain temps. Heureusement, le Maroc n'a pas été aussi sanglant que l'Algérie. L'Algérie, ça a été un vrai désastre. Mais le Maroc, ça s'est conclu relativement à l'amiable, disons. Les politiciens français ont laissé petit à petit le Maroc sa liberté. Alors que l'Algérie, ça a été dramatique. Ça a été vraiment une guerre de 8 ans, même plus, parce que la guérilla existait avant la déclaration de la guerre, puisque la guerre est officiellement commencée en 1954 et se terminera en 1962. Mais avant 1954, il y avait beaucoup de soulèvements, beaucoup de guérillas, de manifestations anti-colons. En réalité, ça a été vraiment très, très mal géré, ce départ des Français de l'Algérie. Très, très mal géré. C'est toujours ce que l'on a reproché au général de Gaulle. Au général de Gaulle, grand stratège, un stratège important, un homme qui était habitué aux stratégies de guerre, etc., qui a fait vraiment des erreurs madornales avec l'Algérie. Parce qu'il a sous-évalué probablement la capacité de réaction du peuple autochtone. Et je pense que ce n'était pas seulement lui, je pense que c'était toute la classe dirigeante qui était en Algérie, parce que vous savez qu'il y avait des lois sous les colonies. Les Algériens, par exemple, ne pouvaient occuper aucune place de décision, aucun rôle de décision. Oui. Toutes les places où on prenait des décisions ne pouvaient être occupées que par des Français. Donc, scusa Muriel, ci sono delle voci sotto la tua, che coprono la tua voce, eh? Io sono da sola a casa. No, ma ci sono dei microfoni attivi. No, sono sempre le solite cose dei microfoni accesi. Mamma mia, pazzesco. Che altro non riaprirli quando ouvrez votre micro quand vous voulez parler. C'est tout. Hein? Esatto. Ok. Alors, je disais que ça a été un très, très mauvais moment, très mal considéré parce que je pense que la classe dirigeante qui vivait en Algérie depuis des générations, parce que l'Algérie était française,
depuis les années 1700, hein, depuis le XVIIIe siècle. Donc, ce n'était pas une colonie conquise à la derrière. Tant est que, je prendrai l'exemple de Albert Camus. Albert Camus est né en Algérie, d'un père lui-même né en Algérie et d'un grand-père également. Donc, ce sont des générations qui étaient là en Algérie. Albert Camus disait toujours « Je suis algérien ». Pas parce que certainement qu'il l'était. Parce que quand on vit dans un pays, quand on vit un contexte particulier, etc., on absorbe une culture et c'est indépendamment de notre propre volonté, évidemment. C'est quelque chose qui nous est donné, qui nous est offert, je dirais. Et ce n'est pas un mal. Effectivement, lui, il était très fier de dire « je suis algérien ». Il disait aussi « je suis français », bien sûr. Il était tous les deux. Et parce qu'il était né en Algérie, il avait vécu en Algérie, mais lui, il n'était pas d'une famille dirigeante, parce que tous les Français qui vivaient en Algérie n'étaient pas tous des dirigeants. Il y avait des gens absolument comme les Algériens, qui étaient aussi malheureux que les Algériens. Camus disait « je courais dans les rues, pieds nus, comme mes petits amis algériens ». J'étais pieds nus. Vous savez qu'on appelait les Algériens qui sont rentrés en France après la guerre, on les appelait les pieds noirs parce qu'ils avaient les pieds sales, parce qu'ils marchaient sans chaussures. Camus était de ceux-là, d'accord? Donc, sa mère, par exemple, n'a jamais voulu quitter l'Algérie. Sa mère est restée à Oran toute sa vie et elle a fini sa vie à Oran. Il est évident que les Français qui se comportaient correctement vis-à-vis des Algériens, qui n'ont pas collaboré avec les autorités françaises, ont pu, il y a eu un moment de grosse tension et ça c'est évident, mais passé ce moment de grosse tension, ils ont pu continuer à vivre en Algérie et beaucoup l'ont fait aussi. Hein. Ceux qui ont fui tout de suite, c'était ceux qui devaient se protéger parce qu'ils avaient accompli des gestes qui n'étaient pas tout à fait corrects. Alors, quoi qu'il en soit, l'Algérie, pour nous, a toujours été quelque chose de très difficile à digérer, on dira. De toute façon, Tar Benjeloun est maghrébin, mais il est maghrébin du Maghreb, du Maroc, pardon. Il est maghrébin du Maroc. Au Maroc aussi, colonie, mais ça s'est passé un peu plus soft. Il y a une tradition dans les pays du Maghreb, une tradition, si on veut, littéraire, qui est la tradition des conteurs. Nous avons eu notre tradition de conteurs. Nous avons eu Perrault. Il y a eu dans d'autres pays des gens comme Andersen, etc. Les conteurs, qu'est-ce que c'est? Quelle différence il y a entre un conteur et un écrivain? Ben ça, c'est une bonne chose à s'ouvrir. Parce que le conteur, en général, à la base de sa production, il y a une recherche presque morale, d'accord? Et à travers des histoires, il remonte des problèmes aussi de moralité. La moralité peut être interprétée en beaucoup de façons. Hein. Il n'y a pas seulement la moralité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a la moralité aussi qui est culture, la moralité qui est aussi la dénonciation de choses qui sont négatives. Hein. Alors, le conteur est un peu moral, le conteur est beaucoup plus poétique que l'écrivain ordinaire. Puis, il y a des écrivains qui sont très poétiques. Si vous lisez André Gide,
Gide est d'une poésie incroyable, ses écritures. Mais disons que le conteur est plus poétique. Il est plus immédiat et... Enfin, pourquoi je vous explique ça? Parce que j'ai regardé une interview de Tahar Ben Jelloun avec un personnage que moi j'aime beaucoup, que je trouve qui a une très grande sensibilité, Bernard Pivot. Bernard Pivot, qui est ce journaliste littéraire, celui qui a créé Apostrophe. Vous avez peut-être entendu parler de cette émission Apostrophe. Et Bernard Pivot, par exemple, a été un des rares qui a pu interviewer Jean-Marie Leclésio. Parce que Leclésio était très difficile à joindre, à interviewer, plutôt secret. Et il a interviewé Tahar Ben Jelloun. Et quand il a interviewé Tahar Ben Jelloun, il lui a demandé si pour le Maroc, il était un conteur ou un écrivain. Parce que au Maghreb, il y a encore beaucoup la tradition du conteur. Le conteur, c'est aussi, ce qui compte aussi dans le conteur, c'est que souvent, leurs histoires sont colportées de bouche à oreille. Elles ne sont pas seulement écrites, elles sont aussi beaucoup transmises oralement. D'accord? Et encore au Maghreb, on a beaucoup les conteurs. Et Tahar Ben Jelloun lui a répondu que au Maroc, il est considéré écrivain. Il est considéré écrivain parce que le conteur, c'est un petit peu une sous-catégorie de l'écrivain. Et alors, lui, il est considéré écrivain à tout effet. Et je crois qu'il le mérite en pleinement. Mais donc, Pivot lui a répondu: votre écriture me fait penser à un métissage, c'est-à-dire un mélange. Un métissage, d'une part, entre raconter une histoire, typique du conteur, et écrire un roman. C'est un peu l'un et l'autre. C'est-à-dire, il écrit un roman en racontant une histoire avec toute sa moralité et toute son immoralité. D'accord? Et puis métissage aussi, pourquoi? Mais parce que Pivot lui dit, vous avez une culture maghrébine et vous utilisez une langue française. Donc, un métissage entre langue et culture. La réponse de Tahar Ben Jelloun a été super. Et je crois que ça va vous expliquer un peu, mais mieux, Tahar Ben Jelloun qui c'est. Tahar Ben Jelloun a répondu, je me le suis écrit, hein, je dis la France aux Maghrébins et le Maghreb aux Français. Je dis la France aux Maghrébins et le Maghreb aux Français. Et je trouve que c'est une très belle façon de répondre et qui donne vraiment bien l'idée de ce métissage. Un métissage qui, évidemment, nous vivrons comme quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose d'enrichissant. Vous connaissez Edgar Morin, sociologue, philosophe. Vous avez entendu parler d'Edgar Morin? No, no. Il s'appelle Morin comme moi, mais non c'entriamo niente. Aussi parce que lui, Edgar Morin, c'est pas son vrai nom. Moi, Muriel Morin, c'est mon vrai nom. Alors, donc, Edgar Morin disait que le métissage est richesse. Edgar Morin, c'est celui qui a défendu énormément, qui s'est battu
déjà dans les années 70 pour une Union européenne. Parce qu'il disait seulement une Union européenne peut nous enrichir. Si on se ferme chacun chez nous, nous nous appauvrissons, nous devenons stériles. Seulement une union peut nous enrichir. Donc, lui aussi était favorable au métissage. Quoi vous dire d'autre sur Tahar Ben Jelloun? Donc, il est né au Maroc, il a étudié au Maroc et il a passé sa thèse de philosophie, puisque c'est un philosophe, il a passé sa thèse de philosophie à la Sorbonne, à Paris. Donc, c'est un philosophe, mais il n'écrit pas comme un philosophe. Il écrit pour communiquer, pour se faire comprendre, pour justement donner le Maghreb aux Français, pour ouvrir les yeux des Français sur le Maghreb. D'accord? Évidemment, on comprend très vite qu'il est contre toutes les formes extrémistes de l'islam. Il ne partage absolument pas. D'ailleurs, dans les passages que je vous ai choisis un passage où il accuse réellement ces fanatiques. Il les appelle des fanatiques. Hein? Donc, il veut nous raconter le Maghreb, un Maghreb qui est certainement en souffrance, un Maghreb mais qui est beau, qui est poétique, qui est riche par lui-même, couleur, tout. C'est un Maghreb qui vit, d'accord? Et puis, il faut penser que le Maghreb a eu une histoire. L'histoire des Arabes n'est pas banale. Rappelons-nous déjà que nos chiffres, nous les devons aux Arabes. Hein. Le système décimal nous vient des Arabes, et pas seulement. D'accord? Donc, alors, je vous ai mis, dans la photocopie que je vous ai envoyée, je vous ai mis un petit résumé. Hein, pour quand même vous donner une idée de l'histoire, pour que vous arriviez à situer les passages à l'intérieur de l'histoire. Un résumé très bref. Je vous ai mis la date de parution. Ce livre a été écrit en 1987. Et puis, je vous ai mis aussi une petite explication de la nuit sacrée. Pourquoi ce titre, La nuit sacrée? Ben, la nuit sacrée parce que c'est quelque chose qui a affaire à l'islam. La nuit sacrée, donc il faut savoir à quoi ça correspond. Ok? Et donc, et puis je vous ai mis à propos de certains personnages, le prince Ahmed, la fille Zara, qui en réalité sont les mêmes. Ce personnage a eu une double vie. Il a eu la vie de prince, c'est-à-dire du garçon de la famille, et de fille, avec tous les déboires que peut vivre une femme avec l'exclusion féminine dans une société comme elle est, hélas, aujourd'hui. Et puis de l'aveugle. Je vous ai choisi l'aveugle parce que, à part que ça a été le fiancé de Zara, ça a été le fiancé de Zara. Il y a une très belle lettre que je vous ai mis dans les extraits parce qu'elle est d'une poésie, d'une intensité vraiment incroyable. Et le fait d'avoir choisi ce personnage aveugle, ce n'est pas par hasard. Parce que celui qui ne voit pas ne peut pas s'arrêter aux apparences. Parce que pour lui, les apparences n'existent pas. Il est obligé d'aller au-delà de l'apparence, d'aller plus loin. Donc, d'être plus profond. C'est obligatoire pour lui. D'accord?
Alors, vous avez réussi à lire tous les extraits? No? Chi oui, chi no. Vedo delle teste che fanno così e delle teste che fanno così. Oui. No. Io sì, yes. Oui. Ni, non lo so come si fa ni. Oui, oui. Alors, on pourrait commencer à voir le premier extrait qui est Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on regarde le premier extrait ou qu'on regarde les citations? Vous pouvez répondre, hein? Oui. J'ai lu 2 pages de l'extrait et de l'extrait tiré du roman. Mais je n'ai pas fait des exercices sur le conditionnel. Ah ben ça c'est... Je préférais les premiers extraits. Le premier extrait. Bon, alors vous voulez qu'on regarde le premier extrait? Le premier extrait, eh ben, vous devez vous imaginer une pièce dans un paysage du sud, donc la lumière du sud, la chaleur du sud, les ombres du sud on pousse les persianes pour ne pas réchauffer trop les pièces, et cet homme qui est en train de mourir sur son lit. Il sait qu'il est en train de mourir. Alors il demande à son fils, Ahmed, il fait appeler son fils pour lui parler. Alors, ça commence par ni elle ni lui ne connaissaient la pudeur. Méfie-toi, éloigne-toi d'eux, ils sont malfaisants. Après un temps d'arrêt, il se mit à parler vite, comme quelqu'un qui est en train de mourir et qui veut avoir le temps de dire tout ce qu'il veut dire. Je ne comprenais pas tout. Il voulait dire l'essentiel. Mais quand on veut dire l'essentiel, on finit par s'en mêler encore plus les crayons. Mais son œil s'égarait, partait de l'autre côté, revenait sur moi. Sa main serrait toujours la mienne. Donc vous imaginez cette scène, cet homme qui serre désespérément la main de celui qui incarne son fils, mais qu'en réalité est sa fille, qui voudrait lui dire quelque chose, qui veut lui demander pardon, qui veut s'excuser pour ce qu'il lui a imposé. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, Amal a eu de la chance parce qu'elle a vécu en garçon. Je ne crois pas. Je crois que vivre en garçon quand tu te rends compte que tu n'es pas un garçon peut seulement te créer des tas de problèmes. Tu dois te cacher des autres. Parce que quand tu deviens adolescent, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis les pulsions sont différentes. Je demande que ton pardon me soit accordé. Qui sait la fatigue que cet homme a dû faire pour faire sortir cette phrase, une simple phrase. Après, celui qui possède mon âme pourra l'emporter où il veut. Dans ces jardins fleuris, dans ces rivières paisibles, ou la jeter dans le cratère d'un volcan. Mais avant, accorde-moi la grâce de l'oubli. C'est cela le pardon. Tu es libre à présent. Va-t'en. Quitte cette maison maudite. Fais des voyages. Vis. Vis.
Effectivement, il l'avait cloîtrée, il lui avait enlevé toute vie. Et ne te retourne pas pour voir le désastre que je laisse. Oublie et prends le temps de vivre. Oublie cette ville. Et cette nuit, j'ai su que ton destin serait meilleur que celui de toutes les femmes de ce pays. Je suis lucide. Je n'invente rien. Je vois ton visage auréolé d'une lumière extraordinaire. Tu viens de naître cette nuit, la 27e, qui est la nuit sacrée. Tu es une femme, c'est-à-dire en réalité lui donne sa deuxième naissance. Tu es une femme. Laisse ta beauté te guider. Il n'y a plus rien à craindre. La nuit du destin te nomme Zara. Fleur des fleurs, grâce, enfant de l'éternité, tu es le temps qui se maintient dans le versant du silence. Sur le sommet du feu, parmi les arbres, sur le visage du ciel qui descend, il se penche et me prend. C'est toi que je vois. C'est ta main qui se tend. Ah, ma fille, tu me prends avec toi. Mais où m'emmènes-tu? Je suis trop fatiguée pour te suivre. J'aime ta main qui s'approche de mes yeux. Il fait sombre, il fait froid. Où es-tu? Ton visage? Je ne le vois plus. Tu me tires. C'est la neige. Ce champ blanc. C'est la neige, ce champ blanc. Il n'est plus blanc. Je ne vois plus rien. Ton visage se crispe. Tu es en colère, tu es pressé. Est-ce cela ton pardon? Zara. Un rayon de soleil pénétra dans la chambre. Tout était fini. Je retirai difficilement ma main de la sienne. Je relevai le drap sur son visage et éteignis la bougie. Donc, c'est la naissance de Zara. Et c'est le premier extrait que je vous ai choisi. C'est-à-dire, avant cet extrait, Zara, c'était Ahmed. Le garçon, le 8e, je crois, d'une fratrie, qui, quand il est né, par désespoir, le père a appelé Ahmed et l'a déclaré comme garçon, alors que c'était une petite fille. Mais il ne pouvait pas supporter d'avoir la 8e fille. Aussi parce que dans une société où, en réalité, la femme a encore énormément de difficultés à se faire respecter, à se faire reconnaître, c'est pas une gloire pour un père n'avoir que des filles. D'accord? C'est un poids. Il fallait que vienne le garçon aussi pour une question aussi très simple, pour une question aussi d'héritage. Effectivement, Ahmed, Zara, sera accusée par ses sœurs d'avoir volé les biens du père, parce que c'est Ahmed qui a hérité ce que le père possédait en tant que l'unique fils. Tout le monde trouvait ça normal que les filles n'aient rien et que le seul garçon l'ait. Mais, ironie, le garçon est une fille aussi. Donc, elle a été poursuivie, elle a été condamnée pour avoir volé ses sœurs. Elle fera de la prison, Zara. Elle sera portée en prison. Donc, vous voyez, c'est vraiment un conte.
C'est un conte et il y a dedans un peu la magie, la dure réalité, la méchanceté des gens, la méchanceté qu'il y a autour. Dans tous les contes, il y a toujours les méchants et les gentils. Mais il y a toujours beaucoup les méchants. Ils sont très présents, les méchants. Et là aussi, les méchants sont bien présents. Après, vous aviez d'autres passages qui sont le jardin parfumé qui est l'enterrement du père, la très belle journée qui est la fuite de Zara, et puis je me suis arrêtée là dans les extraits. Je vous ai simplement donné, parce que Zara, dans sa fuite, rencontrera l'aveugle qui vit avec sa sœur et qui lui enverra cette lettre d'adieu. D'accord? Alors, moi, avant de passer aux autres extraits, je vais passer aux citations. La première citation que j'ai voulu prendre, parce que j'ai trouvé qu'elle était très vraie, et puis elle est très positive, parce qu'effectivement, Tahar Ben Jelloun nous parle de choses qui sont difficiles aussi, qui sont aussi violentes, mais arrive à nous les faire passer, parce qu'il y a toujours beaucoup de positif en lui. Et qu'est-ce que c'est avoir du positif? C'est-à-dire avoir de l'espoir. Penser à après, qu'il y aura toujours, il ne pourra pas y avoir que du mauvais, il y aura toujours quelque chose de mieux. Et alors, cette phrase, je l'ai trouvée, j'ai bien aimé. C'est très important, le rire. Il brise le mur de la peur, de l'intolérance ou du fanatisme. Le rire, il brise le mur de la peur, de l'intolérance et du fanatisme. C'est aussi une arme, souvent, le rire. Si on rit, on peut désarmer des fois les gens qu'on a en face qui ont envie de nous agresser. Le rire peut être aussi une arme. C'est important, le rire. C'est une force incroyable. C'est aussi de l'humour, c'est de l'esprit, c'est de l'intelligence, le rire. C'est très, très important. Puis la deuxième citation que je vous ai choisie, c'est « Le temps est ce que nous sommes. Il est sur notre visage. Le temps est sur notre visage. Dans nos silences, dans notre attente. J'ai perdu ma ligne. Méritons le temps de la patience et des jours où rien n'arrive. » C'est aussi là une très belle phrase. L'idée du temps est quelque chose, c'est la notion qui sépare le plus les cultures, entre les cultures orientales et les cultures occidentales. Il y a une façon de vivre le temps complètement différente. Par exemple, en Occident, on déteste attendre. L'attente, on la vit presque comme quelque chose de négatif. Alors que en Asie, dans d'autres régions, l'attente, c'est un moment de réflexion. C'est un moment pour la méditation, pour la réflexion. Alors que nous sommes victimes de ce temps derrière lequel nous courons toujours. Un temps qui ne nous suffit jamais, qui n'est jamais assez. D'accord? Donc, le temps est un autre sujet très intéressant. Puis souvent, on refuse le temps. Par exemple, se faire tirer les rides, se faire tous des changements, c'est ne pas accepter le temps qui est passé sur nous. Une fois, j'ai vu l'interview à une femme que j'aime beaucoup, Claudia Cardinale. Ah oui.
Claudia Cardinal, que je trouve une femme très belle, intelligente. J'ai toujours beaucoup aimé Claudia Cardinal. Et à une interview, on lui demandait, je parle d'il y a déjà pas mal d'années, quand c'était déjà la mode, quand on voyait les actrices qui avaient toujours une peau de 20 ans, une journaliste a eu le courage de lui demander, mais vous n'utilisez pas la chirurgie esthétique? Et elle a dit non, c'est le temps. Et Claudia Cardinal a vécu au Maghreb. C'est le temps qui passe. Je l'ai avec moi, je l'ai sur ma face. Je ne veux pas, chaque ride que j'ai sont venues pour des événements que j'ai vécus. Je ne veux pas effacer ça. Je veux le garder. Effectivement, Claudia Cardinal, si vous la voyez à 50 ans, était déjà assez ridée. Parce que comme elle l'expliquait, en faisant l'actrice, avec tous les projecteurs, etc., la peau se desséchait plus facilement. Mais ça faisait partie de sa vie. C'était sa mémoire. C'était le temps qui passe. On le porte sur nous. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Un autre extrait que je vous ai pris, c'est... Ah oui, quand il dit on a la rencontre, oui, je vois. Après un silence, il cita le verset 2, mais ça commençait ailleurs. Moi, je les connais bien. J'ai eu affaire à eux, c'est-à-dire ces extrémistes musulmans, avant. Ils invoquent la religion pour écraser et dominer. Mais ça, c'est bien évident. Et moi, j'invoque à présent le droit à la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire. Cela ne regarde que ma conscience. J'ai déjà négocié ma liberté avec la nuit et ses fantômes. J'aime le Coran comme une poésie superbe et j'ai horreur de ceux qui l'exploitent en parasites et qui limitent la liberté de penser. La personne qui l'écoute disait après un silence, il cita le verset 2 de la sourate qui s'appelle les impies. Ils se font un voile de leurs serments, ils écartent les hommes des voies du salut, leurs actions sont marquées au coin de l'iniquité. Des croyants fanatiques ou des impies, qu'importe, ils se ressemblent et je n'ai aucune envie de les fréquenter. Bon, là, c'est vraiment la voix de Tahar Ben Jelloun qui s'élève contre le fanatisme musulman, évidemment. D'accord? Donc, ça, ce sont les... Et puis, pour finir, la conclusion, je vous ai mis. Ce qui importe, c'est la vérité. Et ça, c'est vraiment comme la conclusion d'une fable, d'un conte. À présent que je suis vieille, j'ai toute la sérénité pour vivre. Je vais parler, déposer les mots et le temps. Je me sens un peu lourde. Ce ne sont pas les années qui pèsent le plus, mais tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que j'ai tu et dissimulé. Je ne savais pas qu'une mémoire remplie de silence et de regards arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la marche difficile. C'est-à-dire se taire, ne pas s'exprimer, ne pas contredire, maintenir le silence, ce sont des sacs de sable. Effectivement, Tahar Ben Jelloun ne sait pas se taire. Et dans ses livres,
il continue à accuser ceux qui, derrière une religion, en réalité, se prêtent au pire des choses. D'accord? Alors, on a vu un petit peu. Maintenant, vous allez me dire ce que vous avez eu comme sensation en ayant lu et en ayant écouté l'introduction que je vous ai faite. Qui veut parler? Le silence pèse comme un sac de sable. Hein? Excuse-moi, Muriel, est-ce que tu peux dire la question encore une Je fois? voudrais savoir quelles Oui. ont été vos impressions, vos sensations en ayant lu ces passages et en ayant écouté ce que je vous ai expliqué pour introduire ce texte. Mhm. Je crois que les sensations ne manquent pas. Oui. C'est très fort comme texte. Je me suis demandé si cette gêne de littérature d'écrire quelque chose de réel ou s'il y a un petit de surréalisme aussi. Et ma impression, c'est que c'est une culture très loin de moi. C'est manière de penser très loin, mais c'est qu'est-ce que tu as lu? C'est très belle, c'est très poétique, oui. C'est très loin, loin, on dit loin. Oui, c'est Loin. un autre monde. C'est une autre Lontano. réalité. Oui, oui, oui. Alors, moi, je te dirais, Francesca, on dit souvent que la vérité dépasse la fiction. Tu connais cette phrase? La vérité dépasse la fiction. Oui. Hein? Oui, oui. Alors, je ne sais pas si pour ce livre, Tar Benjeloun s'est inspiré de quelqu'un en particulier. Je crois qu'il s'est inspiré de ce qu'il sait qui arrive. Elle s'appelait peut-être pas Zara. Elle s'appelait peut-être Aïcha ou autre chose. Mais c'est vrai. C'est vrai. As-tu lu ce livre d'un Mille et un soleils? Non, ce n'est pas littérature française. Je crois que, c'est pakistanais, je crois qu'il est, celui qui a écrit Mille et un soleils, o il bambino con l'aquilone, Sì. o Mille e un sole. Sì, aspetta, l'ho letto, si chiama, oddio. Sì, Mille splendidi soli. È il... No, Oui, no. oui, en français c'est Mille et un soleils. Sì, è lo stesso autore però. Sì, sì, è lo stesso Oui, autore. c'est le même auteur. Adesso mi sta sfuggendo il suo nome. Khaled Hosseini. Hosseini, Ah, ok. Hosseini, Khaled Hosseini. Alors, lui aussi, il a raconté quelque chose. Si vous lisez Mille et un soleils, hein, moi, quand je l'ai lu, j'étais retournée par ce que j'ai lu. C'est terrible. C'est pas moins terrible que ce que écrit Tar Benjeloun. Et quand j'ai fermé le livre, je me rappelle, j'étais vraiment... j'ai été particulièrement frappée. Et mon mari sort de la salle de bain et moi, j'étais avec le livre comme ça sur les genoux.
Et avec le regard fixe, et mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, je vous le dis en italien, ça rend mieux, I uomini sono dei porci. Bene. Sono un po'... Mon mari, immédiatement, a dit, oh, je dois sortir. Non, j'ai dit non. Mais quand tu lis certaines choses, tu te rends compte que souvent, beaucoup de situations, les hommes ont profité de leur supériorité physique, parce que c'est ça surtout. Ils sont plus forts. Grâce à leur force physique, ils ont pu prendre un pouvoir. Et ils en ont profité, mais pendant des siècles. Hein. Alors, ce discours que je fais, ce n'est pas un discours féministe, mais c'est pour vous expliquer que non, au Maghreb, hein, ça arrive des histoires comme ça. Il n'a pas inventé. Ce n'est pas de la fiction. C'est de la réalité. Et ce qu'il y a avec Tahar Benjeloun, c'est qu'il arrive à nous donner la réalité par pilules assez douces. C'est-à-dire, il nous l'a fait passer. Dans 1001 soleils, je vous assure que la pilule, elle n'y est pas. Vous prenez des coups dans l'estomac. C'est très, très dur comme livre. Alors, oui, pour répondre à ça, oui, je suis sûre que je ne peux pas te dire qu'elle s'appelait comme ça, elle peut s'appeler de différentes façons, mais c'est la réalité. C'est les situations que l'on peut trouver. C'est très difficile. Quelqu'un d'autre parle? Oui, moi, je pense que les concepts des lèvres sont toujours une habitude in certains pays. Le concept delle lèvres, de la vagine. Il y a un épisode oui, de Ahmed la Zahra. scène où les sœurs, pour se venger d'elle, décident de lui coudre le vagin. Evelina. Uriel scappo. Va bene. Ho enologia, quindi Ok. vado a fare il salto. Alors, bonne dégustation, Ciao même a à tutti. distance. Ciao Evelina. Grazie. Wow. Ciao.